Chapitre 3. Xiao Sui. Reconnaissance et ingratitude. Nous sommes dans la principauté de Huhai. Celui qui allait devenir le grand chambellan Wang n'était, au moment où commence notre histoire, qu'un tout jeune garçon. Il sommeillait, par une chaude après-midi, sur une natte de lattes de bambou qu'on aspergeait régulièrement pour se rafraîchir. Le ciel vira à l'orage. Un claquement sec de tonnerre surprit et effraya tout ce qui était vivant. Une boule de poil vint se réfugier sous sa natte, qu'il n'eût pu déloger. Le beau temps revint presque aussi vite que l'orage l'avait supplanté, et l'animal s'en fut de même. Mais Wang, qui avait cru à un chat, s'alarma en constatant que ce n'était pas le cas. Il appela son frère aîné. Celui-ci se réjouit de ce qu'il regardait comme un présage favorable. « Mon frère, te voilà promis à une vie d'honneur, puisque c'est vers toi qu'est venu ce renard pour se mettre à l'abri de la fureur du ciel. » Et de fait, il accéda au grade de clerc promu, reçu au concours impérial triennal en tenant du Fils du ciel même ce grade le plus élevé. D'abord préfet, il fut ensuite promu au rang de conseiller impérial. Mais il naquit à cet homme parvenu sur le fait un rejeton propre à le jeter dans un abîme de désolation. Huan Feng, de son nom personnel, c'était de corps normalement développé, mais l'esprit n'avait pas suivi. Il était, comme on dit, resté en enfance. À telle enseigne qu'à 16 ans, il n'avait pas remarqué que les espèces vivantes s'organisaient le plus souvent, en principe mâles et femelles. La chose se savait et aucune famille n'aurait voulu d'un mariage avec un être marqué du sceau d'une si funeste destinée. Un jour, pourtant, une femme se présenta à leur porte et leur présenta sa fille pour bru. La démarche avait de quoi surprendre. Seconde surprise, la jeune fille était toute grâce et sourire. On eût dit une fée. On en vint aux présentations. La dame disait appartenir à la famille Hu. Quant à sa fille, qui avait atteint ses 16 ans révolus, elle avait pour nom personnel Xiao Sui. On en vint ensuite à la délicate question des cadeaux de fiançailles et du montant de ce qu'aurait à verser la famille du fiancé. La dite dame Hu répondit ceci. « Gruau et brouet font l'ordinaire de ma fille. Être admise dans une maison aussi bien famée que la vôtre lui assurerait mets délicats et personne à son service. Il serait bien malvenu de ma part de négocier un prix comme si je vous vendais des légumes. » D'aussi heureuses dispositions ne pouvaient que lui attirer la bienveillance de la maîtresse de maison qui la traita avec beaucoup d'égards. Sa mère demanda à Xiao Sui de saluer le seigneur Wang et sa femme. « Voici tes beaux-parents, tu leur devras le respect et les serviras avec diligence. Mais nombre d'obligations m'appellent et je ne dois pas m'éterniser. Je te rendrai visite à chaque fois qu'il me sera loisible de le faire. » Les Wang se proposèrent de la faire accompagner avec équipage et chevaux, mais elle déclina l'offre. « Je vous suis infiniment reconnaissante de votre geste, mais ma modeste personne ne requiert pas tant de protocole, d'autant qu'à peine sortie, je serai tôt à ma porte. » On l'accompagna jusqu'au vantau de vermeil, puis elle s'en fut. Xiao Sui ne se montra nullement affectée par le départ de sa mère. Elle s'activa très vite à des travaux d'aiguille, se mit à chercher des modèles de broderie dans sa boîte à ouvrage, ce qui disposa favorablement la dame Wang à son égard. Un laps de temps s'écoula sans qu'on revînt la mère de Xiao Sui. Quand on lui demanda où elle habitait, elle fut bien incapable d'en indiquer le chemin. On aménagea des pièces donnant sur une cour séparée afin d'y installer le jeune couple. Quand il se sut que l'épousée était une pauvresse, donnée au mépris de tous les usages, parents et connaissances en firent des gorges chaudes. Mais lorsqu'elle leur fut présentée, cela suffit à couper court à la frénésie cancanière. Ils attendaient une souillon, et c'était la grâce incarnée. Plus encore,
Elle avait su s'attirer l'affection de ses beaux-parents, qui ne craignaient rien tant que de la voir prendre en aversion leur niais de fils. Au contraire, elle se montrait toujours vive et enjouée, et ne manifestait aucun dédain envers celui qu'on lui avait donné pour mari. Elle le considéra tel qu'il était. Elle lui confectionna une balle de son et d'étoffe qu'elle faisait rouler à coups de pied, chaussée de bottines de peau. Elle l'envoyait ainsi à plusieurs dizaines de pas et l'enfantin jeune homme s'animait fort à courir pour la ramasser, se trouvant vite aussi en âge que les servantes qui l'entouraient. Il advint que le seigneur Wang passa par cette cour. La balle s'écrasa sur son visage avec un bruit mat. Toute la gente féminine s'égaya et seul resta l'héritier qui continuait à courir et à sauter. Vexé, Wang lui lança une pierre qui le fit se rouler par terre en vagissant. Le seigneur Wang rapporta l'incident à sa femme qui s'empressa de morigéner Xiao Sui. Celle-ci, sans cesser de sourire, se contenta de baisser la tête en caressant le montant du lit. Il apparut que la réprimande n'avait guère eu d'effet. Elle cherchait toujours à égayer son compagnon de jeu. Elle eut l'idée, par exemple, de lui barbouiller le visage de fard rouge et blanc, ce qui lui faisait une face de petit diable. Lorsqu'elle l'aperçut de la sorte déguisée, la maîtresse de maison fit appeler sa compagne pour une admonestation bien sentie. La jeune femme était accoudée à un guéridon et jouait avec sa ceinture. Mais on lui dit que les reproches lui glissaient dessus comme l'eau sur la plume d'un canard. Déconcertée, la dame se retourna contre son fils, de sa canne le battit comme plâtre. La jeune femme sortit alors de son indifférence et, le visage livide, s'agenouilla devant sa belle-mère et demanda pitié pour son époux. Sa colère soudain calmée, la dame Wang revint à un usage habituel de sa canne et sortit. La bru prit par la main son simple d'esprit, réintégra l'appartement, dépoussiéra ses vêtements, essuya ses larmes, massa les rougeurs laissées par les coups et lui donna des friandises. Il cessa de renifler et retrouva sa bonne humeur. Xiao Sui fit fermer la porte de la cour. Ses mains habiles aux travaux d'aiguille firent d'un demeuré tantôt un des 5 hégémons, duc ou roi des printemps et automnes, tantôt un prince barbare, habitant du désert. Elle-même se parait de voiles serrés à la taille pour se déhancher au gré des danses sous la tente. Ou encore, elle piquait son chignon de plumes aux aisselles hérissées et pinçait les cordes d'un luth qu'on disait venu des confins occidentaux, dont les sonorités accompagnaient des cascatelles de rire. Et il en allait ainsi, jour après jour. C'était une évidence. Son fils n'avait pas eu la chance, lui, d'abriter un renard un jour d'orage. C'était un demeuré. Le seigneur Wang en était bien conscient. Aussi ne voulait-il pas se montrer trop sévère avec la jeune épouse, alors même que lui parvenaient les débordements sonores qui survolaient les cours. Dans la même rue, qui était celle des demeures de dignitaires, distant d'une dizaine de propriétés, résidait un autre Wang. Tant il vrai que les noms de famille ne sont pas si nombreux, mais celui-là censeur de son état. Sans qu'on pût parler d'une guerre des Wang, le moins qu'on puisse dire, c'est que le censeur était en mauvais termes avec le conseiller impérial. Et on se trouvait à la période du bilan triennal de l'activité des agents de l'Empire. La préoccupation première du censeur était de trouver un moyen de nuire au conseiller, jaloux qu'il était du pouvoir de contrôle conféré au dépositaire du sceau impérial. Le conseiller pressentait un danger diffus, mais le moyen d'y parer. Un soir, à l'heure donc où les ombres s'allongent et s'épaississent, elle qui aimait tant se déguiser, la bru, endossa l'habit d'un premier ministre et se dissimula le visage avec une véritable barbe de soie grège. Ses 2 servantes se drapèrent du bleu de nuit des gardes de l'escorte ordinaire. Elle emprunta un cheval à l'écurie, et la bête avait noble allure, l'enfourcha et la fit caracoler dans cette rue des dignitaires. Elle cria à ses gardes « Conduisez-moi chez le seigneur Wang !» Quand cet équipage fut arrivé devant la demeure du censeur Wang, elle fit claquer son fouet en fustigeant son escorte. « C'est au conseiller impérial Wang que je veux avoir affaire. Peu me chaud le censeur Wang !»
Sa monture fit volte-face et elle s'en revint à son point de départ. Quand elle se présenta à sa porte, abusé par les fallacieux atours et l'allure d'autorité, le portier se précipita pour avertir le conseiller Wang de ce qu'il recevait la visite d'un personnage d'importance. Le conseiller se hâta pour l'accueillir et c'est alors que la mascarade fut éventée. Le seigneur Wang faillit s'étouffer d'indignation et alla s'épancher auprès de sa femme. « Quelqu'un cherche par tout moyen à me déconsidérer. Nous nous efforçons de ne prêter le flanc à aucune attaque perfide. Nous nous gardons de ce qui pourrait entacher notre réputation. Et elle ruine tous nos efforts par cette extravagance. La catastrophe nous guette !» La dame Wang n'eut pas de mots assez durs pour flétrir l'inconséquente conduite de la jeune écervelée. Celle-ci ne se départait pas d'un énigmatique sourire et ne souffla mot. Que faire ? La battre ? On n'en eut pas le cœur. La renvoyer chez sa mère ? Mais où ? On n'était plus très certain qu'elle eût une famille. Au comble de la contrariété, les époux entendirent s'égrener les veilles. Le Premier ministre de cette époque jouissait d'un grand crédit à la cour et cette influence le faisait craindre. La bru en avait si habilement contrefait la vêture et l'allure que le conseiller lui-même s'y était laissé prendre. Autant dire que le censeur Wang était tout à fait convaincu que le personnage entrevu était le ministre. Il fit donc surveiller la porte du conseiller. Et à minuit, on lui rapporta que personne n'était ressorti. L'affaire paraissait entendue. Il se tramait quelques inavouables menés entre le ministre et le conseiller. Le lendemain, à la cour, il demanda à ce dernier « Ne serait-ce pas le Premier ministre qui vous a nuitamment rendu visite ?» Le conseiller craignit que ce fût un sarcasme et chercha à éluder cette inconfortable situation en se fendant d'un marmonnement assez peu audible. Le censeur se trouva conforté dans ses soupçons. Il lui fallait se mettre en campagne et élaborer une stratégie. D'abord, venir au plus près de l'ennemi. Il entreprit donc de nouer des relations cordiales avec le conseiller impérial. Celui-ci fut sensible à ce changement de ton et d'attitude et s'en trouva bien aise. Il demanda instamment à sa femme de ne pas fléchir dans ses objurgations à leur bru. Elle devait absolument s'abstenir de ces fourcades, ce que Xiao Sui accepta d'ailleurs de bonne grâce. L'année suivante, le Premier ministre fut destitué. Il advint qu'un message de celui-ci au conseiller Wang fut remis par erreur au censeur Wang. Bévu qui combla d'aise ce dernier, lequel chargea une connaissance qu'il savait en bons termes avec le conseiller impérial d'aller demander à lui emprunter 10 000 taels, ce qui fut bien sûr refusé. Le censeur décida de se rendre en personne chez le conseiller. Mais celui-ci, rendu fébrile par les faits récents, tardait à revêtir les habits officiels de sa fonction et à retrouver sa coiffe à aigrette. L'attente fut ressentie par le censeur comme un affront. Il regagnait la porte de la cour lorsqu'il vit soudain paraître le fils de la maison, vêtu d'une robe d'apparat brodée de dragons, portant coiffure royale ornée de pendentifs de perles, poussée depuis l'intérieur par une jeune femme. Une fois remis de sa stupeur, il se confondit en signe de déférence, usa sans retenue de la flagonnerie et réussit à se retirer en ayant subtilisé les parures du malheureux jeune homme. Quand le conseiller Wang sortit enfin, son visiteur avait déjà quitté les lieux. On lui apprit quelle étrange scène venait de se dérouler. Il devint livide et se répandit en lamentations. « Hélas, un déluge va tout emporter, et notre clan familial avec, dans un flot de sang !» Il se saisit d'une trique, et, sa femme sur ses talons, courut vers l'appartement du jeune couple. Mais leur bru, averti, avait juste eu le temps de placer la traverse de fermeture. Elle ne s'inquiéta pas du flot d'invectives qui ouvrit les hostilités. Ne se maîtrisant plus, le beau-père menaçait d'enfoncer la porte à coups de hache. Alors vint le temps de la négociation.
La jeune femme lui dit de l'autre côté de la porte en contenant son ironie. « Beau-père, la colère est mauvaise conseillère. N'est-il pas bien courant que la nouvelle bru concentre toutes les critiques, supporte toutes les avénies? Tant que votre nouvelle bru sera en vie, vous pourrez en user de la sorte. Elle vous sera d'autant plus utile à cela si vous êtes dans le malheur. Qu'en pensez-vous? Si vous m'éliminez, on pourrait vous accuser d'avoir supprimé un témoin gênant. » Le ton et les arguments portèrent. Le beau-père se calma. Pendant ce temps, le censeur était rentré chez lui. Son sens de l'intérêt de la paix et de la stabilité lui faisait un devoir d'adresser un rapport sur les agissements du conseiller impérial Wang, et il joignait à son compte-rendu les pièces à conviction, en quoi consistait la parure jaune brodée de dragon et la coiffe royale. Averti, l'empereur en personne se saisit de l'affaire et voulut observer l'épreuve. La coiffure était faite d'un tressage de tiges de sorgho. Quant à la robe, portant toutes les marques de l'autorité impériale, elle se révéla n'être qu'un oripeau fait de l'assemblage de vieux empiècements d'étoffe jaune. L'empereur ne goûta que fort peu ce mauvais procès que faisait le censeur. Il ordonna qu'on fît venir Wang Fang et constata sa naïveté manifeste. « Qui pourrait imaginer que pareil simple d'esprit puisse devenir empereur ?» s'esclaffa-t-il. Le censeur dut affronter la justice impériale. Il accusa alors le conseiller d'avoir admis chez lui, dans des circonstances qui demeuraient à éclaircir, une créature qui lui paraissait pratiquer la sorcellerie. Les magistrats procédèrent à une enquête minutieuse, fondée sur des interrogatoires serrés des gens de la maisonnée et des voisins pour savoir qui habitait chez le conseiller Wang. Tout ce qu'il en ressortit, c'est que le conseiller Wang était affligé d'une bru un peu folle et d'un fils simplet qui passaient leur temps à se déguiser, jouer à la balle et faire des farces. La cause était entendue. Le censeur paya sa calomnieuse dénonciation d'un bannissement au fin fond du Yunnan, pour tout dire, en des contrées barbares. Cet heureux dénouement n'en amena pas moins le conseiller à considérer sa bru avec circonspect. Du reste, on n'avait jamais revu sa mère. Son origine était de plus en plus soumise à caution. Il chargea donc sa femme de lever ses incertitudes. Mais la jeune femme, toujours aussi souriante, n'était pas en peine d'échappatoire. Dame Wang se montra si insistante qu'elle finit par lui répondre, bouche cachée derrière sa manche. « Mère, ne savez-vous donc pas que je suis la fille de l'empereur de Jade, maître des cieux ?» Bientôt, le conseiller Wang fut promis à un poste ministériel. Il aurait dû être comblé, mais il avait passé la cinquantaine et sa descendance mâle restait stérile. Depuis qu'ils avaient été mariés, les deux jeunes gens continuaient à passer leurs nuits dans des lits séparés. Et si couple il y avait, d'accouplement il n'y avait pas eu. Dame Wang fit disposer un lit double dans leur chambre et incita vivement son fils à honorer ses obligations d'époux. Mais quelques jours plus tard, il vint geindre auprès de sa mère. « Vous êtes méchante de m'avoir retiré mon lit. Xiao Sui me serre entre ses jambes toute la nuit. Elle m'étouffe à moitié en frottant son ventre contre le mien. En plus, elle n'arrête pas de me tripoter entre les cuisses. Non mais pourquoi elle m'embête ?» Les servantes, présentes, jeunes et vieilles, s'abandonnèrent à une franche hilarité. La dame Wang, irritée et confuse, les fit taire et les chassa. Un jour où la jeune femme s'adonnait au plaisir de l'étuve dans la chambre, le jeune homme émit le désir de la rejoindre. Elle l'arrêta en souriant et lui demanda d'attendre quelques instants. Après être sortie elle-même, elle versa de l'eau chaude dans la grande jarre, mit à nu son mari et le fit entrer dans le bain avec l'aide d'une servante. Suffoqué par la vapeur, il hurla qu'il voulait sortir. Mais elle fit la sourde oreille et le recouvrit même totalement d'une couverture. Bientôt, les cris cessèrent. On enleva la couverture, il semblait bien ne plus respirer. Toujours souriante et maîtresse d'elle-même, la jeune femme le fit déposer sur le lit, lui frotta vigoureusement le corps, puis le couvrit de 2 épaisses courtepointes. Sur ces entrefaites, la dame Wang avait été prévenue et accourait s'en prendre à sa bru. « Pourquoi t'en es prise à mon pauvre enfant, fille dégénérée ?»
Un aussi stupide rejeton, à quoi bon s'en encombrer? Hors d'elle, la maîtresse de maison voulut la frapper à la tête, mais les servantes s'interposèrent et tentèrent de la modérer. Dans la confusion, une servante s'exclama. Le jeune seigneur gémit. Interrompant là ses transports, Dame Wang fit cajoler son fils, dont le souffle encore faible se faisait de plus en plus régulier. Il transpirait d'abondance au point de tremper toute la literie. Il s'écoula le temps d'un repas avant que ne se tarisse la transpiration. Le jeune homme finit par ouvrir les yeux, et il semblait que ce fût pour lui sur un nouveau monde, car il ne reconnaissait rien ni personne. Puis il murmura. « J'ai l'impression que les bribes du passé qui me reviennent émanent d'un rêve. » Sensé, il avait proféré des propos sensés. Sa mère en fut toute retournée et le conduisit aussitôt que possible auprès de son père. Celui-ci lui posa diverses questions, devisa avec lui. L'évidence s'imposait. Leur fils venait d'accéder à la raison. Jamais la découverte d'un trésor n'aurait pu lui procurer autant de contentement. Le soir, son lit individuel fut remis à sa place avec une literie toute fraîche. En ferait-il usage? À son entrée dans sa chambre, le jeune homme renvoya toutes les servantes. Au matin, on put constater que ce lit n'avait pas servi. De ce jour, il ne fut plus question d'esprit dérangé et des troubles qui s'ensuivaient. Quant au couple, il vécut en parfaite harmonie, aussi inséparables l'un de l'autre que le corps de son ombre. Mais un peu plus d'un an plus tard, impliqué dans une affaire de peu de conséquences et dénoncé par la faction du censeur, le conseiller Wang fut déchargé de son ministère. Il possédait un vase de jade de grande valeur dont un ami, gouverneur du Guangxi, lui avait fait présent. Il pensait à s'en défaire pour amadouer ceux qui pouvaient favoriser ou entraver sa carrière. Xiao Sui ne se lassait pas d'admirer cet objet d'art, tout particulièrement quand elle le soulevait pour l'exposer dans la lumière. Mais c'est au pire moment qu'il lui échappa et se brisa au sol en 1000 morceaux. Consternée, elle avoua sa maladresse. Le seigneur Wang et son épouse, déjà très affectés par la destitution, déversèrent leur colère sur la bru et lui chantèrent pouille. La jeune femme indignée gagna les appartements où était son époux. « Ce que j'ai préservé en vivant dans cette maison vaut sans doute un peu plus qu'un vase, aussi beau fût-il. On semble l'avoir oublié pour me traiter avec aussi peu d'égard. Je peux désormais te dire la vérité. Je ne suis pas une commune créature. Autrefois, ma mère a craint d'être frappée par la foudre, et elle avait pu se mettre à l'abri grâce à ton père. Notre destinée nous réservait 5 ans d'union. Je suis donc venu payer de retour les bienfaits de ton père et accomplir les décrets du destin. Si j'ai supporté avec le sourire avanie et vexation, c'est que notre union de 5 ans n'était pas arrivée à son terme. Mais comment pourrais-je maintenant rester un seul instant de plus ? Outrée par tant d'ingratitude, elle s'en alla et avait déjà disparu quand on se lança à sa poursuite. Le beau-père reconnut que, sans doute, sa réaction n'avait pas été des plus appropriées. Mais c'était un peu tard. Quant au jeune seigneur, retiré en son appartement, la vue des fards et parures abandonnés sur la table nourrit son affliction. Il perdit appétit et sommeil et parut un fantôme flottant dans des habits trop grands. Dévoré d'inquiétude, son père chercha dans un mariage contracté au plus vite un dérivatif. Mais tous les partis qui s'offrirent ne recueillirent que refus du jeune homme. Il passa commande à un peintre de renom un portrait de Xiao Sui, qu'il plaça sur un autel et auquel il dédia 2 ans durant libation et oraison jaculatoire. Le hasard voulut qu'une nuit où il chevauchait au clair de lune vers sa demeure, il longea le mur d'un parc, propriété de sa famille.
bien que distant de la bourgade. C'est alors que lui parvint des rires et des bribes de conversation. Il retint sa monture, demanda au palefrenier de la tenir à la bride et se hissa debout sur la selle pour satisfaire sa curiosité. Deux jeunes filles s'ébattaient dans le parc. Il n'en put distinguer les traits à cause d'un voile de brume, mais l'une, en robe verte, disait à l'autre « On devrait te chasser d'ici. » « Tu te trouves dans notre parc ?» répondit celle à robe rouge. « Qui devrait donc déguerpir ?»« Tu n'as vraiment pas honte, ma petite, » répliqua la première. « Tu as été chassée par cette famille pour n'avoir pas rempli tes devoirs d'épouse, et tu oses prétendre t'arroger la propriété des lieux. » « À considérer l'usage, retorqua la robe rouge, je suis mieux placée que toi, ma chère, qui est restée vieille fille jusqu'ici. » C'était à s'y méprendre la voix de Xiao Sui. Le cavalier là et là. « Rompons les siens pour l'heure, » dit la robe verte. « On dirait bien que ton mari t'appelle. » La robe rouge vint vers Yuan Feng. Le doute n'était plus permis. C'était Xiao Sui. Il était au comble de la joie. Il lui demanda d'enjamber le mur et l'aida à descendre. « 2 ans que nous ne nous sommes pas vus et te voilà réduit à un sac d'os. » Le jeune homme lui prit les mains et pleura sans retenue, lui disant combien il souffrait d'un mal d'amour. « Je le sais bien, » dit-elle, « mais je ne m'imagine pas renouer des liens avec ta famille. La pensée seule me met mal à l'aise. Mais après tout, n'est-ce que le fruit d'un pur hasard si nos chemins se sont à nouveau croisés cette nuit ? Alors que je m'amusais avec ma grande sœur ? N'est-ce pas plutôt un signe de prédestination ? Il la supplia de rentrer avec lui. Elle refusa tout net. Mais quand il proposa de rester avec elle dans le parc, elle y consentit. Il dépêcha le palefrenier, resté à l'attendre, prévenir sa mère. Surprise dans son sommeil, celle-ci fit mobiliser un palanquin et rejoignit son fils. Elle fit décadenasser la porte et accéda au pavillon. Sa bru accourut pour l'accueillir et la saluer respectueusement. La belle-mère lui prit le bras et céda à l'émotion, disant combien malveillante lui avait à la réflexion paru son attitude envers sa bru, et que le remords l'en taraudait. Elle pria la jeune femme de surmonter son ressentiment et de bien vouloir rendre de son équilibre à la demeure familiale. Cela, disait-elle, illuminerait ses vieux jours. Xiao Sui ne put s'y résoudre. Dame Wang trouvait le pavillon bien isolé et voulut y faire venir une nombreuse domesticité. Mais la jeune femme s'y refusa. « Il n'est nul besoin de tout ce monde. En revanche, je retrouverai volontiers mes 2 servantes d'autrefois pour être mes dames de compagnie du matin au soir. Et un vieux serviteur pour être le portier. Voilà qui suffirait amplement. » Dame Wang accéda à ses demandes. Elle confia son fils à la jeune femme, avec l'espoir que ce séjour dans le jardin lui permette de retrouver chair et vigueur. Elle veilla elle-même à leur assurer la matérielle. Xiao Sui engageait souvent Yuan Feng à se remarier, mais c'était peine perdue. Au bout d'1 an, il s'opéra chez la jeune femme une mue, imperceptible au jour le jour. Sa voix et son visage se transformaient. Lorsque le jeune homme la comparait au portrait qu'il en avait fait faire, ce n'était plus la même personne, et il s'en étonna. « Suis-je aussi belle que quand tu m'as connue ? Tu es toujours d'une incomparable beauté, mais j'ai l'impression que c'est la beauté de quelqu'un d'autre. Te semble-t-il que j'ai vieilli ? Comment pourrait-on porter la marque des ans quand on a à peine 20 ans ? » Souriante, elle se saisit du portrait et le jeta au feu, où il fut consumé avant que Yuan Feng ait pu esquisser le moindre geste pour l'en retirer. Un jour, elle s'adressa à lui avec un sérieux qu'il ne lui connaissait pas. « Du temps où je vivais dans votre famille, ton père m'a fait grief d'être un ver à soie incapable de filer un cocon. Tes parents se font vieux et il est certain que tu resteras leur fils unique. Quant à moi, tu sais que ma nature m'empêche de procréer avec la commune espèce. Tu ne peux pas rester sans héritier.
Tu dois à tes parents de leur assurer une descendance. Et il te faut une épouse qui les entourera à chaque instant de soins et de prévoyance. Pour toi, il te sera aisé d'aller et venir entre ta demeure et ce pavillon. Yuan Fang finit par se rendre aux raisons de son bon génie. Il entreprit lui-même les démarches et apporta la liste des cadeaux de fiançailles à la famille du seigneur Chong, membre de l'Académie impériale. À l'approche du mariage, Chao Sui, en personne, se remit aux travaux d'aiguille et confectionna pour la nouvelle mariée robes et chaussons qu'elle fit porter auprès de la mère de celle-ci. Quand la nouvelle épouse entra dans la maison de son époux et qu'enfin il la découvrit, il en resta interdit. On eût dit que la Chao Sui, qu'il avait depuis peu quittée, était là devant lui. Elle avait tout d'elle, le visage, la voix, les gestes, l'allure. On se rendit au pavillon du parc. Chao Sui avait disparu. On interrogea les deux servantes. Elles désignèrent une écharpe rouge laissée là. Madame a dit rejoindre ses parents provisoirement. Elle a laissé ceci pour le jeune seigneur. Dans le creux de l'étoffe, il trouva un bijou de jade en demi-lune qu'on appelle un adieu. Il sut qu'elle ne reviendrait plus et ramena les servantes avec lui à la demeure. Chao Sui restait vive en sa mémoire, mais sa nouvelle épouse en était une image si troublante qu'elle finit par ne plus faire qu'une avec la première. Il comprit alors que son mariage avec la jeune fille de la famille Chong avait été de longtemps prévu par Chao Sui, dont la métamorphose visait à lui rendre plus supportable la perte et moins ténébrante la nostalgie de son premier amour. Le chroniqueur des contes ajoute ceci. Infortunée renarde. Elle a tenu à payer de retour un bienfait qui, en son temps, avait été involontaire. Elle apporte à une famille le bonheur d'une seconde vie et ne reçoit, à l'inverse, que vexation. Et tout cela pour un vase brisé. Quelle mesquinerie! Elle ne s'en est allée, pourtant, que lorsque la lune eut retrouvé sa plénitude. À la créature des mondes incertains, la profondeur des sentiments. Le souci du paraître à ce monde vulgaire.